Radio Libertaire, toujours la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission à racaille, qui va consacrer sa partie artistique, si on peut le dire, en toc, à un viron dans le Nord que ma camarade et moi aussi, même en personne, toute seule et sans l'intervention du bon Dieu, on a fait ce viron toutes les deux en autocar. On vous racontera ça, c'est pas triste, comme d'habitude, quoi. Voilà, et on est bien content. Donc quand on va dans le Nord, en général, on revient, on est vraiment plein de bonnes choses, voilà, plein de bons souvenirs, plein d'optimisme. Voilà, bon, je ne vais pas délirer plus longtemps. Ma camarade Piquet-Cou va vous causer dans le poste du LAM et de ce qu'on y a vu, n'est-ce pas, ma camarade on va se partager le boulot. Hein. Oui, c'est quand même. On va se partager le boulot. Alors le LAM, donc on peut rappeler, hein, le LAM, c'est le musée qui est de Lille, qui est à Villeneuve-d'Ascq. Hein, c'est un musée qui a été inauguré en 1983, qui a accueilli la collection du musée d'art brut aussi de Neuilly-sur-Marne, hein, la collection de la Racine depuis 1999, donc il y a à peu près 3500 œuvres de la collection d'art brut. Et c'est également un musée qui fait régulièrement des expositions temporaires, puisqu'on y avait vu Modigliani, et qui accueille la collection en musée, en collection d'art moderne et d'art contemporain de Roger Dutilleul, hein, qui avait une collection qu'il avait entreprise au début du XXe siècle et dont son neveu a hérité, Jean Mazurel, et qui en a fait don à la communauté urbaine de Lille en 1979. Alors, on a commencé par l'exposition temporaire. Bon, c'est vrai que quand j'ai regardé sur le net ce qu'il proposait, c'est une exposition qui s'appelle de Luc Tuymans et qui s'appelle Prémonition. Bon, j'étais pas vraiment convaincue de ce que j'avais vu sur le net, mais je dis on sait jamais. Des fois, on peut quand même avoir de bonnes surprises. En fait, bon. Il faut dire que ce qui nous attirait, il y avait une exposition du buffet. Donc, je me suis dit, de toute façon, on pourra avoir du buffet et la collection d'art brut, donc on ne perdra pas notre temps. Donc, Luc Tuymans, on est arrivé et on a été très, très déçus. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de salles, hein, il y a 4-5 salles, si ce n'est plus. Il y a beaucoup d'œuvres. Alors, Luc Tuymans est annoncé comme l'un des peintres les plus influents de la scène artistique contemporaine. Hein. Il est belge. Oui, belge. Il est d'Anvers. Et voilà, il a un rapport à l'image qui parle de globalisation, de mondialisation, qui veut nous poser, nous, en observateurs de tout ça. Donc, il y a un très beau discours auquel on peut s'empêcher d'adhérer. Par contre, quand on se retrouve devant les œuvres, on n'arrive pas à comprendre, quoi. C'est-à-dire que, alors Robert, inutile de dire que lui, même pas en 5 minutes, il a parcouru au galop toutes les salles. Oui. Moi, Je galope encore, hein, c'est un scoop, hein, quand même. Merci Luc Tuymans. Moi, j'ai voulu regarder d'un peu plus près, mais en fait, ça a pas fonctionné, quoi. Et par exemple, si le premier tableau nous plaisait, il s'appelle Vandeling, et donc c'est une huile sur toile, et il y avait quelque chose. Il y a des gens qui se promènent, il y a un arbre, il y a de la neige. Et picturalement parlant, c'était plutôt bien. Et là, quand on relit, parce qu'en plus, il a un petit bouquin qui a été édité sur cette exposition, qui est un vrai petit livret qui fait une 60aine de pages, qui reproduit toutes les œuvres. Et en fait, sous chaque œuvre, il faut à peu près 10 lignes pour d'explication. 10 lignes quand c'est bref. Donc là, sur ce tableau, en fait, il nous explique que les gens qu'on voit passer, ce sont des dignitaires nazis qui sont près de la résidence d'Hitler dans les Alpes bavaroises et qu'on parle de la solution finale. Enfin voilà, il y a tout un petit discours là-dessus, sauf qu'effectivement, il n'y a rien qui transparaît dans le travail. Alors effectivement, dans le petit guide, il nous précise que souvent, c'est par petites touches qu'il faut sentir tout ça. Bon, des très petites touches. Hein. Et il y a une autre œuvre, alors là, ça s'appelle Plante, c'est une huile sur toile, alors qui fait 1,67 m sur 95 cm, donc c'est quand même une bonne dimension.
Et en fait, bon, moi j'ai trouvé que ça faisait un peu déco Ikea, quoi. C'est une espèce de plante verte un peu. Vous êtes sanglante, ma chère amie. Et en fait, quand on lit l'explication, on nous explique que ça vient d'un article qui parle du génie génétique, de la manière dont les végétaux sont forcés de s'adapter à leur environnement pour survivre, et que Luc Tuymans doute le traduit par un halo blanc qui nimbe la plante, qui évoque la lumière clinique du laboratoire, qui a une dimension monumentale du tableau, qui magnifie un embryon quasi parfait, voilà, pour durer éternellement. Bon, bah ça, nous, on n'a rien senti. Et en plus, il y a beaucoup de. On n'a rien vu. On n'a rien vu. C'est des couleurs assez ternes. Donc c'était plutôt une grosse déception. Oui, plus qu'une grosse déception, c'est un désastre, une bérésina, une déroute. Non, mais c'est tout ce qu'on déteste dans le blabla de l'art contemporain, parce que ce n'est que du blabla. Dominique a la grandeur d'âme d'appeler ça des œuvres. Moi, j'appelle ça des merdes, voilà, plus simplement, qui n'ont rien à voir avec rien du tout. C'est des petits bouts de paplard, c'est des petits trucs, des petits machins, voilà, il n'y a que ça. Alors, évidemment, pour les gens un peu fatigués, ça peut être cool. Il n'y a pas trop à se torturer les ménages, puisque tout est marché dans les textes de ce petit livret-là qu'il faut lire, parce que c'est aussi encore 6. C'est toujours la même chose avec ces gens-là. Voilà, il faut avoir une loupe ou un binoculaire, enfin bref. Non, c'est... Et alors, ce qui m'a le plus irrité, pour être gentil, parce que c'est au-delà de l'irritation, vous le sentez bien, c'est que ce lieu, le LAM, qui est d'abord un lieu dédié à l'art brut, enfin tous ces arts outsiders, etc. Bon, bref, vous connaissez le refrain, c'est-à-dire fait par des gens qui sont dans la sincérité totale, qui n'ont aucun calcul par-dessous là pour dire tiens, je vais me faire briller en faisant de la peinture, ou combien ça coûte ce que je fais, etc. Pas du tout. Il y a toute une sincérité, une gratuité, quelque chose de... Voilà, c'est ça qui est magnifique dans cette forme d'expression artistique dite brute, ou bref, toutes les dénominations qui ont été attribuées à cette forme d'art depuis Dubuffet. Voilà. Et là, vous avez l'imposture totale, le trafic, la combinaison de l'art contemporain. Et alors, d'abord, art, c'est comme je le dis, c'est pas du tout, de mon point de vue en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'art. Mais c'est pas parce que ceci ou cela, je suis pas un abruti, je crois, de fixer une fois pour toutes sur la dénégation de cette forme de création artistique. Non, j'ai pas de déni de machin, mais quand même, quand c'est intéressant, on dit que c'est intéressant, mais quand c'est une merde, on dit que c'est une merde. Voilà, il faut pas aller. C'est comme quand on avait vu ce cher Nedjar qui est alors aussi dans la sincérité totale, dans une galerie d'art contemporain parisienne, une galerie parisienne d'art contemporain, ouais. Voilà, où le directeur de cette galerie, un jeune Godelureau, là, blablatait à perte de vue sur l'œuvre de Nedjar lui-même, qui ne l'a pas ouverte pendant tout le petit film qu'on a vu, qui avait l'air de rien comprendre du tout à ce qui se racontait. Bref, là, on est dans ce cas de figure. Il n'y a pas Nedjar, mais il y a à côté Nedjar, parce qu'il y a la collection La Racine, dont on va vous parler Piquet-Coup, voilà. Donc on est en pleine imposture dans un lieu justement qui est tout sauf de l'imposture. Et ça, moi, ça m'a particulièrement, déstabilisé. Oui, ça n'a pas duré longtemps parce que après, comme vous l'explique ma camarade, on est allé voir dans une petite salle. Alors, par contre, Dubuffet, vous voyez, Dubuffet, le monument. Ah, lui, il avait une petite salle, quoi, avec une dizaine de toiles. Ouais, il y avait 13 toiles. Alors nous, ce qu'on s'est aussi demandé, c'est si finalement tous ces musées n'étaient pas obligés d'accueillir de temps en temps des artistes contemporains pour avoir des subventions, parce que nous on y a vu Modigliani qui était quand même une belle expo. Là on a pris un petit papier parce que la prochaine expo justement c'est Michel Nedjar il va y avoir toutes ces salles-là consacrées à son œuvre, donc une grande partie aussi de son œuvre graphique. Donc je pense qu'il y a des expositions en général de qualité. Et, il doit y avoir
avoir quelques obligations si on veut remplir toutes les cases, quoi. Oui, je pensais toujours en mémoire cette histoire je pense que c'était un ministre ou quelque chose comme ça, oui, un ministre ou un député, je ne sais plus très bien, qui avait dans son bureau, dans son dos, une immense toile, une immense bouse contemporaine. Parce que vous savez, les fracs, tout ça, et les fonctionnaires, etc., ils sont un peu obligés d'aller piocher là-dedans pour décorer leur bureau. Il faut bien que ça serve un peu. Et alors, lui disait, dans l'interview que j'avais entendue, oui, non, moi, écoutez, l'art contemporain, pour moi, je comprends rien. Moi, je préfère l'art du 18e. Je dis pas que l'art du 18e non plus, c'est quelque chose de... Voilà, il y a du bon et du très mauvais dans le 18e, mais il y a du très bon aussi. L'art contemporain, c'est plus difficile. Mais il disait, mais si je fais pas ça, je vais passer pour un con, quoi. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai l'impression que les musées, c'est un peu même dans le même ordre d'idée. S'ils font pas de temps en temps, s'ils sacrifient pas de temps en temps sur l'autel de l'art contemporain, ben, ils passeront pour des hérétiques, des connards, des tordus, voilà. Bon, ouais. Les subventions, oui, mais attendez, de temps en temps, il faut quand même, faire pénitence. Ouais. Donc maintenant, on va continuer dans l'ordre de notre visite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de ces salles d'exposition, on a trouvé effectivement une salle avec 13 tableaux de Dubuffet pour une exposition qui s'intitule Jean des Villes, Jean des Champs. Ouais. Donc voilà, ça c'est une exposition qu'on peut voir jusqu'au 8 janvier. Donc vas-y Robert, raconte un petit peu ça, parce que là ça nous faisait un bien fou, quoi. Ah oui, alors là, quand on est arrivé dans cette salle, c'est tout, je sais pas comment vous expliquer. Vous prenez le train à la gare de Lyon, vous avez le métro, tout ça, vous arrivez dans la gare de Lyon, le bordel de la gare de Lyon. Vous prenez votre petit train, votre petit tortillard qui vous emmène dans la forêt de Fontainebleau. Ben voilà, la forêt de Fontainebleau, là, vous éclatez, vous pouvez marcher, il y a les arbres, les sous-bois, il y a les épiaphes, tout ça, les senteurs, etc., etc. Et ben là, c'est un peu la même chose. Vous étiez gare de Lyon, là, dans le hall, là, pourri, là, où ça gueule, ça se bouscule, etc. Ça, c'était l'expo de l'artiste contemporain. J'image, hein, bah oui, pour faire vivre un peu tout ça. Et vous arrivez à la campagne avec Dubuffet, avec 13 toiles. Puis, attention, c'est ma camarade. Elle, quand elle fait une expo, hein, c'est pas pour rigoler. Hein. Elle note tout, elle fait tout point par point. Moi, je suis déjà à 3 kilomètres, mais non. Elle s'est même cognée l'art contemporain dans sa totalité. Hein, je veux dire, elle est même revenue sur ses pas pour regarder, pour voir si c'était bien aussi nul qu'elle le pensait. Mais là, chez Dubuffet, c'est quand même la joie de vivre, c'est quand même, voilà, c'est la création à l'état pur. Ça veut pas dire grand-chose, mais bon, c'est bien, ça fait bien dans le discours, hein, la création, oui. Hein. Et avec les couleurs, avec les formes, avec cette recherche permanente de Dubuffet pour casser les règles. Et Dubuffet, il disait, vous savez pourquoi faire, vous emmerdez, prenez un pinceau, barbouillez un truc, et puis ça va venir, vous inquiétez pas, voilà. Qui essayait de désapprendre tout ce qu'il avait appris aux Beaux-Arts et tout ça, qui s'est insurgé toute sa vie contre l'art, qu'on peut dire institutionnel, voilà, toute sa vie, c'est comment dirais-je, c'est un panache. Un panache coloré, hein, pour tous les rapins du monde, quoi. Voilà, il faut lire Dubuffet, il faut d'abord voir ses œuvres, évidemment, mais il a écrit 3 bouquins magnifiques sur l'art, sur la création, etc., sur tous les gonfle-bouffies de la création. Et donc, quand on voit son travail, là, oui. Là, il y a, vous savez, il y a ces paysages, comme le faisait remarquer Piquet-Cou. Il y a des paysages, alors, si vous voulez, il y a un tout petite bande de ciel en haut d'un format, et puis en dessous, c'est un fourmillement, c'est d'une richesse inouïe dans le petit jardinier du Buffet. C'est une petite maison là avec quelqu'un à la fenêtre avec des volets verts, et puis en dessous il y a tout un espèce de... Il faut regarder ça de près parce qu'il y a des images qui sortent de cette espèce de bousbire qu'il y a au-dessous de la toile. Non, voilà, c'est ça, Dubuffet. Alors les titres, la joie de vivre, mon pays, chacun son lot, le petit jardinier dont je vais vous parler. Ouais, déjà dans les titres, on est dépaysé. Campagne banale, meubles et objets, la table porteuse d'objets, Julot les pieds nus, une sculpture, pince-bec. Ouais, une grosse sculpture en papier mâché. Hein. Voilà, le nez en équerre. Ouais, non, vous voyez les titres.
4 personnages, Guette éclaircie, oh, il avait des titres aussi jeunes, 3 personnages encore, et 6 aléatoires avec 2 personnages, JP 70. Bon bref, je veux dire Dubuffet, alors là c'est des couleurs aussi, oui, c'est en général très coloré, mais ça peut être aussi en noir et blanc. Il gratte dans la pâte, c'est de la haute pâte, comme on dit, hein, voilà. Il gratte dedans, il scarifie, enfin, il bidouille, mais d'une manière invraisemblable. Mais pour un résultat, je dis, c'est cette table porteuse d'objets, parce qu'une table, bon, à part les tables de grand style du 16e, 17e, là, qui sont impeccables, cirées, machin, ou les tables de boules et tout. Bon. Mais là, c'est une table de campagne, je suppose, avec les entailles de couteaux qui a pendant des générations, on a bouffé dessus, on a renversé sa soupe, le pinard, tout ça. Et voilà, il fait un plateau de table comme ça. Et son plateau de table, c'est un paysage, c'est une vie qu'il y a là sur un morceau de bois. Vu par au-dessus, et on voit quand même les 4 pieds qui dépassent. Oui, il défend complètement les perspectives, il fait des perspectives à plat. C'est vraiment... là, moi, je suis 100% d'accord avec lui, je hais la perspective. J'avais toujours une tante, une bourge, hein, qui disait, oui, Robert, enfin, mais... Tu n'as pas la perspective, hein. Ton frère a la perspective, mais toi tu n'as pas la perspective. Alors, j'étais toujours un petit peu... Oui, enfin bon, bref, je ne veux pas pleurer hein, non plus, mais bon, c'était ça, vous voyez, là, chez les bourgeois, si on ne tient pas la perspective, eh ben on est un nul, quoi. Buffet, c'est un gros nul hein, pour les bourgeois, mais par contre, pour moi, et pour ma camarade ou pour ma camarade et moi, eh ben on doit dire qu'on se réjouit quand on le regarde. Ah, c'est vrai que ça faisait un bien fou. Même sa façon de remplir l'espace à chaque fois de la toile, qui est des personnages ou des paysages, effectivement, il y a très peu de place autour, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Il bourre la toile. Il y a une espèce de contentement, là, de richesse, c'est ça Dubuffet, on l'aime Dubuffet. Et puis il écrit d'une manière magnifique aussi. Et puis il a tout osé, un peu comme Picasso, mais en plus humain, je trouve, parce que Picasso, il atteint des régions, voilà, inhospitalières, tandis que Dubuffet, c'est toujours très hospitalier, si vous voulez. C'est dans l'humain, il fait dans l'humain. C'est un mec qui devait être très, très humain, je pense. Voilà, qui a consacré, si vous voulez, sa vie. Il est passé de marchand de pinard. C'est bien de passer de marchand de pinard avec des chais à Bercy à peintre, voilà, peintre, sculpteur, parce que cette tête-là qu'on a vue énorme en papier mâché, voilà, c'est quelque chose de colossal. Il faut voir. Hein. Et sans sa sculpture, comme dans où j'ai été moins, si vous voulez, mais là, il n'y en avait pas, je dirais presque heureusement, c'est ces derniers volumes en noir et blanc, là, bon, ça, je suis pas vraiment fanatique. Je trouve que c'est un peu... Non, ça me met mal à l'aise, ce train. Je suis moins mal à l'aise presque avec ces dernières peintures qui sont pourtant... c'est des barbouillages, quoi. À la fin de sa vie, là, il barbouillait. Mais quand même, ça a plus de vitalité, ça a plus de joie de vivre que ces choses en noir et blanc, ces lignes, etc., qui font trop polystyrène pour mon goût. Voilà. Ouais, alors nous on avait été le voir Dubuffet, on est allé à Périgny sur Yerre, hein, donc il y a sa closerie Falbala, mais il y a surtout aussi quand même tout un espace où il y a des œuvres exposées. Il y en avait qui étaient déjà des très très beaux tableaux. J'ai souvenir d'une salle de restaurant où il y avait des gens partout. C'était ça nous transporte quand même. Oui, il a fait aussi les transports en commun. Hein. C'est un peu dans le même esprit que le restaurant où il y a tout un petit peuple là qui compressés dans un espace réduit, comme ceux qui le savent, c'est ceux qui, évidemment, fréquentent le métro tous les jours, le bus tous les jours. Je dois dire que des fois, moi je le prends pas tous les jours, je prends pas les transports en commun tous les jours, mais quand même, en tout cas pour venir ici, on les prend, etc., etc. Et où on voit, par exemple, dans le bus, le soir, quand les gens rentrent du boulot, ou le matin quand ils partent, hein, où je vois des bus, mais bon, moi j'attends, j'ai le temps, je vais en la foutre, mais il y a des gens qui vont travailler, et le chauffeur qui dit poussez vers l'arrière, poussez vers... Alors les gens, ça pousse, hein, ils sont coopérants, tout le monde pousse, alors c'est quelque chose d'invraisemblable. Quand vous pensez que des gens vont travailler le matin dans ces conditions-là et reviennent le soir fatigués dans ces conditions-là, c'est quelque chose d'épouvantable. Traduit par Buffet, c'est moins épouvantable, c'est curieux.
Ça vous donne presque envie de prendre les transports en commun. Ouais, on peut rappeler qu'on avait lu déjà des extraits de ses livres, Asphyxiante de culture ou L'homme du commun. Voilà, qui dit une phrase qu'on avait retenue, c'est qu'il faut que l'art est toujours là où on ne l'attend pas. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Dubuffet. Si on pouvait le présenter de cette manière, ça c'est presque la manière unique de le présenter, parce qu'il y a tout un programme là-dedans, je veux dire. Et c'est vrai, essayez, si vous touchez un petit peu à toutes ces choses pratiques de praticiens de l'art, etc., mais même si vous êtes un amateur, et voilà, prenez n'importe quoi et essayez de le transformer, voilà, et puis vous verrez que vous serez, rien que cette démarche-là, ça peut vous emmener très loin. Ouais. Et c'est Buffet qui le propose. Dubuffet, ouais. Dubuffet. Ouais. Donc après cette salle de Dubuffet dans laquelle on est resté un bon moment quand même, hein, on est allé visiter donc la collection d'art brut. Une partie parce qu'il y avait un accrochage qui était en cours et l'accrochage était un petit peu différent de celui qu'on avait vu il y a à peu près un an. Alors par contre, on a toujours on a revu des choses qu'on aimait bien, des œuvres qu'on aime bien. Moi, je pense à ces œuvres en bois, ces barrières en bois sculptées. Hein, c'est des barrières de Théo Vicenne, hein, donc c'était quelqu'un qui était propriétaire d'une scierie depuis 1939 dans les Ardennes belges. Et donc Théo Vicenne, il sculpte des troncs d'arbres, il sculpte des branches, des souches, tout ce qu'il a accumulé depuis des années. Et là, ça devient un point de départ en fait d'un ensemble assez monumental, une barrière immense qu'il a élaborée donc dans les années 70 et puis qu'il avait installé le long de la route. Voilà. Donc il s'inspire de contes populaires. Il y a des totems, il y a des hommes, des femmes, des animaux. Voilà, c'est magique. Ah oui. Des totems qui font 3-4 mètres de haut. Hein. Cette barrière, chaque piquet est sculpté. En haut du piquet, il y a une tête, il y a une forme d'animal, etc. Mais c'est quelque chose d'hallucinant, hein, franchement. En même temps, il a un métier magnifique. Il a des créations, que des grands praticiens de la sculpture pourraient s'approprier sans rougir, hein, parce que c'est vraiment magnifique. Heureusement qu'il y avait ça, qu'il ne l'avait pas enlevé, parce que c'est à peu près tout ce que j'aime au lame. Quoi. Non, il y a autre chose que tu aimes, Robert, aussi, qu'on aime beaucoup, ce sont les barbus Muller. Ah oui. Donc, c'est des sculptures, c'est de la pierre volcanique, des sculptures anonymes. Et alors, on pense qu'elles ont été faites quand même assez récemment. Et leur nom vient du collectionneur suisse qui s'appelait Joseph Muller, qui les a découvertes chez un antiquaire dans les années 40. Et donc là, il y a plusieurs têtes de barbus sculptés. Et en 1947, Gallimard a publié, mais il n'a pas diffusé, un premier fascicule d'art brut qui s'appelait Les barbus Muller et autres pièces de la stature provinciale. Et effectivement, pour ces barrières en bois et ces barbus Muller, on sait qu'on peut aller au lame. Tout à fait, oui, parce qu'après le reste, pour moi, c'est plus difficile. Ah, moi, le reste, j'aime bien les structures, les assemblages d'Émile Ratier, tous ces assemblages en bois, des petits personnages qui pourraient presque s'animer. Ouais. Il y en a qui s'animent. On avait vu à la closerie. Ça, on avait vu à la fabuloserie. À la fabuloserie. Ouais. Sinon, il y avait 2 tableaux de Carlo Zinelli. Oui. On en avait vu un à l'exposition Hervé Di Rosa, qui était dans les tons un peu mauve là dans sa collection du musée des Arts Modestes. Là, il y a deux tableaux qui nous font penser un peu au profil de Souter ou à Macréo. C'est un mélange un peu des deux. Non, ça c'est très intéressant. C'est vrai. Il y avait un panneau qu'on n'avait jamais vu avec plusieurs toiles de Giordano Gelli. Alors celui qu'on a vu, celui que j'ai bien aimé, c'était 2 cavaliers rouges. C'est pareil, c'est des têtes toujours un peu ces mêmes visages de profil un peu ronds avec des corps un peu qui n'ont pas vraiment de forme, qui se font face, mais avec une peinture violente. Enfin, il y a quelque chose de très poignant là-dedans. Alors, il y en avait d'autres qui étaient moins fortes, mais celle-ci, vraiment, on pouvait pas passer à côté, quoi. Donc c'est à peu près ce qui... Après, il y a toujours les travaux d'Aloïse Corbaz, les fusils de Robillard, il y a Wolfi, il y a Henri d'Argère, il y a tous ces classiques. Tous les grands classiques. Voilà. Mais c'est quand même, moi, c'est un espace que j'aime beaucoup visiter, quoi. Oui, sauf qu'il faut la retenir un peu parce qu'il y a un immense parc
voilà, autour de ces bâtiments, avec des sculptures de Calder, de Picasso, d'Eugène Dodaigne. Et puis, du coup, il faut vraiment... je peux pas la mettre en laisse, hein, ça se fait pas, mais il faut que je geigne, que je me plaigne pour pas qu'elle aille cavaler encore pendant 1 heure tout autour de ces machins-là. Et parce que en plus ce bâtiment du Lam, il est de plein pied, il est en briques rouges, c'est vraiment c'est un beau bâtiment qui va très bien dans le paysage parce qu'après effectivement il y a un grand espace paysager, il y a un petit cours d'eau, voilà. Et ce qu'on a vu aussi, ce qu'on n'avait pas fait les dernières fois, c'est la collection d'art moderne. On a vu il y avait un Chessac quand même, un très beau Chessac. On a vu du Nicolas de Stel, on a vu des sculptures d'Henri Laurence, de Rouault. André Lansquois, qui est pas mal représenté. Je pense que... il n'y avait pas Giacometti aussi ? Non, il n'y avait pas du Giacometti, j'ai pas souvenir, mais il y avait beaucoup de tableaux de Braque et de Picasso, de Kees van Dongen. Il y avait Fernand Léger, il y avait 2 tableaux d'Eugène Leroy. Donc c'était bien ce petit... C'est quelques salles aussi consacrées à l'art moderne, quoi. Absolument. Je suis d'un monde à part, un monde à part égal, sans reçu, sans avoir, sans taxe et sans ghetto. Je suis d'un monde à prendre, enfin à la légère, sur la carte du tendre, même au cœur de l'hiver. Je suis d'un monde ouvert, sans porte, sans serrure, toujours à découvert et prêt à faire le mur. Je suis d'un monde à part, un monde à part égal, sans nuit et sans brouillard, sans prison, sans drapeau. Je suis d'un monde à vivre pour un monde meilleur, et j'ai du mal à suivre le pas des décideurs. Je suis d'un monde d'hommes et de femmes rebelles, plus de bêtes de somme et plus de Père Noël. Je suis d'un monde à part, un monde à part égal, sans reçu, sans avoir, sans taxe et sans ghetto. Le parti des oiseaux, le parti des oiseaux. C'était Un monde à part, Yvan Dautin. Et vous écoutez toujours Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission Arracaille, de mai du 22 novembre 2016, consacrée à un viron dans le Nord. Le Nord où on a retrouvé nos camarades, enfin l'œuvre, des œuvres, notre camarade Souvraz, Jean-Paul, dans une salle municipale d'un quartier ouvrier, toujours d'ailleurs, mais plutôt aussi aujourd'hui d'un quartier d'immigrés, qui est un ancien quartier où il y avait des fabriques, des filatures de lin, et donc des moulins. Voilà.
Et c'est dans une ancienne fabrique récupérée par la municipalité de Moulins qui a installé l'expo, enfin, où est installée une expo tous les ans. Il y a une expo qui s'installe là. C'est une association très dynamique. On a discuté avec la présidente, il y avait Gisèle Frézin qui est la présidente de l'association du carnaval de l'île Moulins, ouais. Et puis il y avait Martine. Il y avait Martine, voilà. Alors, mais vous savez, voilà, les nanas quand elles sont aux commandes de quelque chose, voilà, elles y vont à fond. Elles organisent cette expo toutes seules, leur petit assaut là. Elles ont monté les cimaises, repeint, etc., etc. C'est un clean parfait. Et elles nous ont vraiment, comment dirais-je, donné des informations intéressantes sur cette expo, dont l'invité d'honneur, je répète, était notre camarade Jean-Paul Souvraz. Voilà, on vous en a déjà parlé dans cette émission. C'est quelqu'un qui travaille à Coudekerque-Branche, voyez-vous, dans une petite maison du Nord, dans une petite rue du Nord. Il a son petit atelier dans cette petite maison du Nord. Voilà, il fait. Mais il a aussi un autre atelier à Cromac. Non, mais il faut le faire. Il faut trouver un nom de village comme ça. Il n'y a que lui qui voulait le trouver, Cromac. Et là, il fait des grandes toiles. Quand il veut faire des grandes bouses, il va à Cromac. Ouais, alors Jean-Paul Souvraz, il est né à Lille en 1948 et nous on l'avait rencontré à la Galerie du Rat-Mort à Ostende, on avait rencontré son travail, ce qui nous a donné envie effectivement de le rencontrer après. Et c'est vrai qu'il nous avait accordé un bel entretien dans sa petite maison. Donc là, avant de parler de son travail et de tout ce qu'on a vu là-bas, on a eu envie de vous redonner à écouter justement cette première partie d'entretien, parce que Jean-Paul Souvraz, il y a son boulot, mais il y a aussi tout ce qui transparaît à travers sa façon de parler et sa voix, quoi. Oui, la petite musique de sa vie, c'est quelque chose vraiment de réécouter. On l'a réécouté hier, et moi j'avais pas écouté depuis 1 an à peu près, enfin quelque chose comme ça, quoi. Et là je redécouvrais, et c'est vraiment un personnage, mais vraiment étonnant. Vous allez nous en dire quelque chose tout à l'heure. Puis la peinture, c'est venu comme ça, il croyait que j'étais en droit, tu sais, j'étais à la fac, je passais mon bac, je foutais un branleur. Puis l'alcool a beaucoup participé, si tu veux, à des moments de chute, tout ça, tu vois, c'est sûr aussi, tu vois, ça participe à la vie du travail, tu vois, l'alcool, les joies, les choses terrifiantes, tu vois. Mais je raconterai pas tout. Non, mais ta peinture, en même temps, c'est pas une peinture très apaisée. Hein. Non, mais en même temps, c'est une sorte de théâtre. Puis je sais pas ce qu'elle est, si tu veux. Moi, j'ai commencé ça, c'est 40 ans de théâtre qui a commencé, tu vois. Puis je continue mes petits trucs et tout ça, mais j'ai pas de jugement. Je suis revenu dans le Nord, si tu veux. J'ai retrouvé ces vieux collectionneurs qui avaient perdu de trucs. Et puis j'avais des vieux potes, si tu veux, puisque j'étais en 6e à Lens quand je suis arrivé. Et c'est tous mes vieux copains, et puis ils me disent, mais attends, j'ai vu des ouvrages chez un type qui avait acheté il y a 30 ans, puis il s'est revenu, ça m'a permis de refonctionner un petit peu. Parce que je vais te raconter une histoire. C'est-à-dire que j'avais eu des beaux galéristes, 2 carliers, si tu veux, qui travaillaient en Allemagne, Bruxelles, Touquet. Il y avait Apple, j'ai rencontré des gens étonnants, tu sais. Et au bout d'un moment, si tu veux, on me propose un atelier à Paris, mais je ne pouvais pas le payer, tu vois, j'habitais rue des Pyrénées. Alors il y a des choses qui te marquent, si tu veux, et moi je suis pas trop... je m'amuse, tu vois, je peins, mais je m'en fous un petit peu, tu vois. Et je te dis, au moment des champignons, puis je vais pêcher, mon beau-frère, on pêche le maquereau en mer, tu vois, donc quand il y a du maquereau, je travaille plus, tu vois, je m'en fous, tu vois. Tu vois, je fonctionne pas dans... Je mythifie pas la notion de l'artiste. Ça, t'as des mecs qui ont une certaine adresse. Alors ils fonctionnent. T'as les autres, si tu veux, ils pensent, tu vois. Mais je pense que c'est quand tu fais un tableau, t'arrives à le vendre ou pas, mais t'en fais un métier. Puis en vieillissant, tu commences à comprendre des choses, à penser. Tu vois, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as pas fait, tu vois l'histoire. C'est bizarre, hein. Moi, j'aime bien le Nord.
Je suis revenu, je sais pas pourquoi, comme les vieux éléphants pour mourir. Tu vois, donc, maman, tu reviens. Je suis né à Lille par hasard. Parce que mon père était secrétaire fédéral de la préfecture de Lille. Et le lendemain, je partais. On se retrouvait dans le centre de la France. Puis après, il est resté à Bourges. Tout vient de... j'ai vécu, si tu veux, dans ce... un petit peu la peinture, ça revient à ça. Tu vois, c'est sous préfecture de province, tu vois. Mes parents, ils déconnaient tout le temps, donc j'étais seul, tu vois, souvent. T'avais 5 chambres, la bonne... Tu vois, et je vivais seul, et c'est difficile. Et ça vient... L'enfermement vient aussi de cette province, si tu veux, où il fréquentait le médecin alcoolique, ou, tu vois, le notaire, l'avocat, et tout ça. Et ça m'a bien servi après. Mon père n'était pas dupe. Donc on s'est bien marré, mais ça n'a pas été une petite vie de Bourges, enfermée. Puis après j'ai fait le con. Pas mal, tu vois, bon. Je m'en rajouterai pas. Voilà. L'histoire. Puis la peinture, tout le monde croyait que je faisais des études, et puis j'arrive à 18 ans à Lille, tu vois, on me file un petit studio, mon père le payait, et puis c'est parti. Puis après j'ai changé d'endroit, j'ai eu Paris, rue des Pyrénées, c'était le bon moment, tu vois. Donc c'était bien, tu vois, et c'était un village, tu vois, on se marrait. Et aujourd'hui, ton travail, donc tu disais que tu as plusieurs galeries, etc. Beaucoup. Tu travailles pas, tu fais pas de commandes. Si. Par contre, dans le Nord, je fais jamais de commandes, mais avec les vieux collectionneurs qui connaissent, alors c'est les toubibs, tu vois, les mecs qui gagnent du fric et tout ça. Et ils sont maqués avec un mec qui est couvreur, des industriels, et ils achètent aussi des grosses pièces, tu vois. Pour ça, j'en ai vendu il n'y a pas longtemps. Mais si jamais sur des commandes, ils viennent, puis ils aiment ou ils n'aiment pas. Mais ils vont plutôt à Cromac pour les gros trucs s'ils veulent. Puis je sais pas comment ça marche, mais ça doit se déduire de leurs trucs. C'est un petit peu le mécénat, tu vois. Je me démerde, quoi. Je me démerde. Mais je travaille avec une autre galerie en Belgique qui fait les foires plutôt. C'est ces galeries qu'on appelle murs fermés. Ils font que les foires et tout ça. Moi, ce qu'on me demande, si tu veux, je le fais. Tu vois, je suis un mercenaire. Un mec qui s'est ruiné, si tu veux, en allant jouer au casino dans tous les coins du monde. Et Dominique, sa fille, dit, mais je l'adorais, mais il était ingérable. Et il arrivait à n'importe quelle heure. Alors, il y avait des coups de fil, si tu veux, à l'atelier. 3h du matin, j'arrive. Alors, je lui dis, mais tu me réveilles. Mais il dit, attends, j'arrive. Et il arrivait, il choisissait les tableaux. Bon, t'as toujours bien de fric, tu sais, quand t'es peint. Il arrivait avec de la fraîche. Celui-là, tu vois. Et il en prenait un petit pour sa fille après. Hop, celui-là. Et il est mort 6 mois après. Tu vois, et il m'a fait vivre après la mort de... Et il est mort dans les bras d'une jeune maîtresse à l'hôtel Crillon. Et tu vois, c'est ça aussi la vie d'artiste. C'est pas... il y a eu des très bons moments et les mauvais moments, même, tu vois, ici, tu vois, dans ce petit lieu, je suis bien. Je fais 5-6 trucs, si tu veux, par an, des gros formats, tu vois, des grosses pièces que j'enroule, tu vois, à Cromac. Puis là, j'arrive à subsister. Mais alors, si on peut poser la question quand même. Vas-y, tout ce que tu veux. On peut parler, comment ça se passe une journée de travail pour toi? Est-ce qu'il y a des espèces, t'as des peintres qui ont des rituels, c'est vraiment... Tout dépend si tu veux de l'alcool. Bon, je suis un très gros buveur, malheureusement, depuis longtemps. Mais là, t'es pas chargé, apparemment. J'ai bu un peu. Je bois, si tu veux, je commence, si tu veux. C'est con à dire, mais ça, tu as le droit de le dire. C'est ça fait, le dire, et ça fait partie, si tu veux, du fonctionnement aussi, tu vois. Bon, quand j'ai rencontré Didi, j'étais plus vieux, tu vois. Bon, j'avais des vies un petit peu dissolues.
par réaction peut-être contre cette vie de province, tu vois, où j'ai déconné. J'ai rencontré tous mes vrais potes qui sont restés des potes à Paris, ici. Bah écoute, il n'y a pas de rythme. Ça peut se passer la nuit, dans les insomnies, tu descends. Puis je crois jamais, si tu veux, je suis jamais... je sais pas comment ça se passe, mais je suis jamais devant un tableau. Je suis devant, puis je dis, mais à quoi ça sert aussi, tu vois, tu vois, j'ai pas de... Et quand il est terminé, je sais que, bon, ça peut être... Bon, si tu en as un petit coup, tu vois, ou deux, tu te relèves le lendemain, l'après-midi, par exemple, tu le vois, tu dis, c'est de la merde, tu vois, c'est harcèlement humain, tu vois. Je pense que... Ben, je crois que la peinture, c'est ça, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les grandes envolées lyriques, tu vois, le travail, tu vois, le culte. Tu vois, non. C'est une sorte de quotidien, et puis tu as un petit moyen de t'exprimer, tu vois, en fonction de tes tristesses, de tes grandes joies, de tes malheurs, de tes fantasmes aussi, tu vois. Puis tu recolles ça sur le tableau, ça marche pas. Moi, le sujet ne m'intéresse pas trop en même temps, tu vois. C'est plutôt, bon, je fais un truc au milieu, tu vois. Puis je suis content des fois, c'est des tout petits dessins, tu vois. Une gueule de chat, tu vois, avec un chapeau, ça me suffit, tu vois. Donc quand tu commences, t'as pas une idée de ce que tu vas faire, tu fais pas des croquis, des machins, tu prends la mise en place, la composition. Je fais des trucs comme ça, mais je suis pas un très grand dessinateur. Mais je place un personnage, puis après il y a tout le petit théâtre qui arrive depuis 40 ans, puis ils viennent se greffer, tu sais, sur les choses. Mais il n'y a pas de... Je fais des petites mises en scène, tout ça, puis j'essaye. Alors, ce dont j'ai toujours eu peur, c'est d'être anecdotique. Et je sais pas si je rentre dans l'anecdote ou pas, tu vois. Une inspiration qui est là. Non. Bah, des fois, tu es complètement la tête dans le cul, tu vois. Bah, comme tout le monde, je sais pas, quand tu fonctionnes comme moi, tu arrives, puis tu dis, et quoi ça sert, tu continues ton petit théâtre depuis 40 ans, tu vois, merde, pourquoi... Puis à un autre moment, moi, je suis insomniaque, donc je pense un peu la nuit, j'arrive pas à lire la nuit en plus, c'est con. Et puis tu te dis, mais on continue, bah, que faire pour moi, que faire d'autre, tu vois, c'est une sorte de moyen de votre de vie, quoi, tu vois, c'est simple, il n'y a pas de... Alors j'aime bien le maths, alors tu vois, c'est des choses très... Donc je travaille des fois avec un peu d'essence, tout ça, mais la plupart du temps, c'est parce que ma mère m'emmène en Italie voir les Giotto et la matité des choses, c'est-à-dire qu'on peut voir un tableau de côté, il ne faut pas que ça brille, tu vois. C'est des petits détails, tu vois, qui peuvent paraître cons, mais donc j'ai travaillé toujours avec des liants Lascaux, des pigments, des trucs comme ça, en jus, tu vois. Il faut que ça... pas comme la feuille, c'est très compliqué, tu vois. Et quand ça sèche pas assez vite, j'ai mon sèche-cheveux, bof. Tu vois, tout est, si tu veux, c'est... T'aimes pas la brillance? Je déteste. Tu vois, les vernis, les trucs, au mieux dessus. Et pourtant, quand on regarde ton travail, évidemment sur le net, là on le voit en vrai, c'est déjà quand même, ça n'a rien à voir, ça semble lumineux. Tu vois, non, mais je n'aime pas la brillance, c'est une chose chimique. Non, mais il faut qu'on voit un tableau de côté. C'est con à dire, mais c'est des petits détails qui m'ont marqué. Tu vois, j'aimais bien le Giotto, Piero de la Francesca, peut-être plus que les Flamands. Voilà, peut-être plus que les Flamands. Ouais, dans la bouche de Seurat, c'est quand même un temps important. Oui, c'est ça, c'est Jean-Paul Souvraz. Vous sentez l'humanité de ce personnage, c'est quelque chose de vraiment craquant, quoi. Moi, je fonds quand je l'entends parler. Il y a des douceurs, il y a des attentes, il y a des... Voilà, il y a une simplicité, il se montre pas le bourrichon, comme on dit dans le pays de... dans le pays de Maupassant, vous voyez. Non, il est là, tranquille,
pas un pas vide, mais tranquille. Voilà. il a quelque chose comme ça de profondément humain. Je crois que là, on retrouve le Nord, en quelque sorte. Enfin, et par contre, sa peinture est une peinture, il a un style qu'on pourrait identifier sans souci, quoi. Il a des couleurs, des couleurs vives, il a ces personnages qui sont, malgré tout, à rapprocher un peu aussi comme des Flamands, avec un côté fantastique, des corps qui sont un peu comme un peu des fois du léopard, des oranges, des costumes. Il y a quand même des mises en scène, et lui qui dit effectivement j'ai peur d'être anecdotique, il n'est pas du tout. Bah non, il est pas du tout, quoi. Ça c'est évident, quoi. Et ces personnages, même si c'est fantastique, parce qu'ils sont vraiment hors de toute réalité, qui pourraient être inquiétants, mais non. Il arrive pas à faire des choses inquiétantes. Sa nature reprend le dessus, et ces personnages dans toute leur difformité, qui sont la plupart du temps aveugles, avec des corps mi-homme, mi-bête, un peu comme on appelle ça, bref. Oui, ça a un nom. Passons. Vous savez ce qu'elle fait, ma copine Piquet-Cou? Elle fait un geste comme ça, bon, dégage, il y en a marre déjà. Bon, d'accord, voilà. Mais Souvraz, c'est ça, voilà, c'est l'humain dans toute sa splendeur. Il est tout le contraire de cet artiste contemporain dont on vous a parlé, qui doit être une chiasse monumentale. Lui, Jean-Paul, c'est tout à fait le contraire. Et si vous avez un moment filé à Lille, allez dans le quartier de Moulins, et puis dans cette salle municipale. C'est au mois d'octobre que ça ferme. Non, ça a commencé le 19 novembre, ça s'arrête le 2 décembre, donc il y a plus beaucoup de temps. Il y a plus beaucoup de temps pour y aller. On peut y aller tous les jours de 15h à 19h. Et si vous avez la chance de rencontrer les organisatrices de cette expo, alors là, vous pouvez parler avec elles et vous sortirez encore plus riche, quoi. Ouais. Donc là, on a vu quoi? On avait vu il y a à peine une dizaine de toiles, je crois, de Jean-Paul Souvraz, parce qu'il y a vraiment des très grands, il y a des grands formats. Il y a un grand là on n'entend rien, ça s'appelle justement. Il y a ce grand format. Après il y a la contrôleuse, il y a le jardin, la promenade. Enfin voilà, il y en a un qui s'appelle Mes amis. Celui-là, je crois qu'il nous l'avait montré quand on était allé le voir. Où c'est cet homme qui a de sa tête sort des crânes, parce que Souvraz a beaucoup d'amis qui sont déjà morts, quoi. Et il y a la photocopie d'un article d'un psychiatre qui s'appelle comment il s'appelle, Jean-Marie Bédoret, et j'ai pu retrouver la totalité de l'article, donc je l'ai mis en lien sur le blog. Et alors je pense que c'est un de ses médecins qui lui achète de ses œuvres, et en fait quand on lit cet article, on retrouve ce que nous on a senti très rapidement sur la personnalité de Souvraz, quoi. Quand il parle de sa douceur, des tapigés, de sa façon anecdotique. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il parle de son petit théâtre. Je trouve que c'est vraiment ça, parce qu'on retrouve quand même l'identité commune à tous ces personnages. Et effectivement, on a l'impression qu'il pioche dans sa mémoire ou dans son armoire à secrets, et qu'il les installe petit à petit, quoi. Tout à fait. Je plains le temps de ma jeunesse auquel j'ai plus qu'autre galet, jusqu'à l'entrée de vieillesse qui son partement m'a scellé. Il ne s'en est à pied allé, n'a cheval, hélas commandons, soudainement s'en est volé et ne m'a laissé quelques dons, et ne m'a laissé quelques dons. Allez, s'en est, et je demeure pauvre de sens et de savoir, triste failli plus noir que meurt, qui naissance rente ni avoir.
des miens le moindre jeu d'ivoire de me désavouer s'avance, oubliant naturel devoir, par faute d'un peu de chevance, par faute d'un peu de chevance. Et Dieu, si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse folle, et à bonne mœurs dédiée, j'eusse maison et couche molle, mais quoi, je fuyais l'école comme fait le mauvais enfant, en écrivant cette parole. À peu que le cœur ne me fend, à peu que le cœur ne me fend. Mes jours s'en sont allés errants, comme dit Job d'une touaille font les filets, quand il se rend son poing tient ardente paille. Lors s'il y a nul bout qui saille, soudainement il le ravit. Je ne crains plus que rien m'assaille, car à la mort tout s'assouvit, car à la mort tout s'assouvit. Je plains le temps de ma jeunesse. C'est un poème de Villon qu'interprète Monique Morelli. Voilà, c'est dédié tout spécialement à notre camarade Jean-Paul Souvras. Voilà, c'est un magnifique poème, comme souvent avec Villon. Voilà, il faut faire un peu attention aux paroles, mais quand on a compris, quand on commence à accrocher les wagons, c'est vraiment quelque chose de bouleversant, d'exceptionnel. Et puis on va évidemment sur Racaille, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, se viront dans le Nord avec l'association du quartier L'Île Moulin. Gisèle Frézin, Roger Frézin, les Capenoules, l'Atelier de la Monnaie, Jean Parcy et les autres, voilà. Ma camarade de mon... Ouais, je ne sais pas si on aura le temps de tout raconter, mais déjà dire que cette association du carnaval de Moulins, elle existe depuis 2000, qu'elle fait un gros boulot dans le quartier autour des enfants, elle fait des animations et elle organise donc ce carnaval. Et je crois qu'elle doit travailler à peu près avec 2000 enfants. Et il y a aussi des scolaires qui peuvent venir là, quand il y a des expositions comme ça pour la visite. Et ils ont quelque chose, c'est ce qu'on voit en arrivant dans cette salle, ils ont fabriqué un personnage de carnaval, un géant qui doit faire 3 mètres, au moins 3 mètres, je dirais presque même plus. Ouais, donc, 4 mètres, oui. Même. Oui, il est vraiment immense et il s'appelle le Petit Désiré. Voilà, il a été baptisé. Et donc, quand il y a carnaval, le Petit Désiré sort. Oui, le sort, il faut d'abord qu'il le mette à l'horizontale, c'est pas un mince boulot, parce qu'ils ne peuvent pas le sortir debout. Voilà, ouais. Et il y a un autre petit personnage à côté aussi qui a été fabriqué aussi. Oui, mais pas par eux. Non, pas par eux. Ouais. Et malheureusement, il nous racontait que cette année, avec cet état d'urgence, les enfants n'ont pas pu défiler dans la rue comme d'habitude, ce qui était un peu dommage, parce qu'il gâchait un petit peu la fête. Ouais. Et cet assaut donc du carnaval de l'Île Moulin, tous les ans, donc elle organise une exposition dans cette salle Courmont. La salle Courmont, elle est dans le sud de l'île, c'est vers le métro Porte d'Arras, mais à pied du centre-ville, c'est pas très très loin. C'est oui, 20 attention. À pied. Non, mais faites attention, ça c'est les estimations de ma camarade. Elle fait ça pour que je sois pas tout à fait découragé. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah oui, elle me fait cavaler partout et ça fonctionne. Voilà, donc ils ont cette salle qui est une ancienne usine, une salle qui a été prêtée par la mairie, et ils exposent donc des artistes du Nord. Et Gisèle nous disait que des artistes sont quand même de plus en plus cotés, et que maintenant il y a même la visite de galeristes. Ouais. Alors, en regardant, donc on a regardé tous les artistes qui étaient là en plus de l'invité d'honneur, Jean-Paul Souvras, et il y avait aussi une dédicace. Il y avait un espace réservé à Jean Parcy. Jean Parcy, lui, c'est un Lillois qui est né en 1930. Alors, on avait déjà aussi parlé de son œuvre.
Et il a un travail qui est très vite identifiable aussi parce qu'il a un tableau, il a des tableaux ou de la peinture sur papier qui oui, bien sûr, des gouaches, des aquarelles. Qui fait tout de suite penser un peu au travail de Hopper. C'est dans la façon dont sont posés les personnages. Alors après, on retrouve, si on s'attarde un petit peu, que là, on en a vu quand même beaucoup, c'était bien, quoi. On peut trouver aussi on peut penser aussi à la peinture hollandaise, parce que Parsi aime beaucoup les peintres flamands, et il y a des scènes de lumière où on peut penser au tableau de Vermeer par la lumière qui rentre d'un côté du tableau. Il y a une tache jaune, ça peut être la porte, ça peut être la fenêtre. Tout à fait. Alors, il peint pas mal de sujets qui sont des sujets familiers. Il y a une ambiance un petit peu mystérieuse. Les gens sont là, on ne sait pas ce qu'ils attendent. C'est comme s'il y avait une respiration, un silence. Oui, non, tu peux continuer, mais je voulais juste faire un parallèle audacieux avec Huysmans, parce que comme Huysmans, Parsi fait des petits formats, des choses un peu fragiles comme ça, un peu douces, un peu minimalistes, sauf que là, il y a une vie, il y a une émotion, il y a de la couleur, il y a de l'amour, il y a des vibrations qu'il n'y a pas du tout chez les autres Huysmans, voilà. Mais si vous voulez, comme quoi avec des petits formats, on peut donner des grandes émotions à condition qu'on y mette de l'émotion. Hein. Comme on dit, qu'il n'y a pas, évidemment, malheureusement pour lui, chez le camarade Huysmans. Ouais, c'est vrai qu'il y a des beaux orangers, il y a des toits par exemple qui sont des toits orangés, il y a des fonds bleus, il y a aussi des scènes avec de la mer, des bateaux, des gens, mais c'est oui, on rentre tout de suite dans ce travail, on se laisse porter par, comme tu dis, par cette fragilité, par ce silence, quoi. Ouais. Donc là, c'est l'occasion de voir le travail de Souvras, d'aller là-bas, et puis toutes ces gouaches quand même de Jean Parsi. Ouais. Alors Jean Parsi, lui, était né à Lille en 1930, puis il a étudié aux Beaux-Arts, et en fait on en avait déjà parlé parce après Jean-Paul Souvras, on avait un peu travaillé sur ces peintres de Lille, et on avait travaillé sur l'atelier de la Monnaie. Et en cherchant, en fait, quand on a discuté avec Gisèle Frézin, on a vu qu'il y avait eu depuis 16 ans donc des invités d'honneur, dont Roger Frézin, et Gisèle Frézin était la femme de Roger Frézin qui est mort en 2012, et Roger Frézin avait participé à cet atelier de la Monnaie. Donc l'atelier de la Monnaie, c'était un mouvement en fait qui avait un peu envie de bouleverser tout ce qu'il y avait de traditionnel dans l'apprentissage des beaux-arts à Lille. Hein. Il disait halte à l'immobilisme, Lille peut de la Deule. Voilà, c'était le cri de guerre de ces artistes. La Deule, c'est la rivière qui traverse Lille. Donc il y avait Roger Frézin, il y avait Claude Valois, Pierre Olivier. Donc ils avaient mis en place donc cet atelier de la Monnaie. Voilà, et donc c'est un atelier qui a bien fonctionné parce qu'ils ont fonctionné pendant 25 ans. Hein. Ils ont vu défiler au moins 400 artistes, et même après des artistes même connus comme des Balthus, des Roulants, Vasarely, Daudengne, Fautrier ont fréquenté à un moment donné l'atelier de la Monnaie, quoi. Oui, quand même, sont des références quand même assez prestigieuses, ouais. Faut le dire. Et donc, en continuant à fouiller tout ça, parce que je suis assez curieuse, c'est une archéologue, et parce qu'ils nous avaient parlé aussi, Gisèle et Martine nous ont parlé donc de Raoul de Godevarsvelde, qui est un chanteur. Alors ça, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Francis Delbar, mais c'est un chanteur qui a animé aussi la vie artistique de Lille, et qui chantait donc dans le patois des ch'tis, qui a acheté pas mal de choses. Et où je me suis aperçue aussi que donc il y avait sa fille Frédérique Delbar qui exposait actuellement, et qui avait un groupe de chansons de chanteurs qui s'appelait le groupe des Capnouls, et que dans ce groupe justement Roger Frézin en avait fait partie, et que Gisèle Frézin, qu'on a vue comme ça, a été chanteuse dans ce groupe, sauf qu'elle est restée très discrète, discrète là-dessus, quoi. Ouais, elle fait pas sa promo. Ouais, elle a pas du tout fait sa promo, et c'est quand même tout un passé. Enfin, moi, ça m'a vraiment plu de me plonger là-dedans, de retrouver un peu Je pense qu'il y a eu un moment de vie très effervescent. Il se passait plein de choses. Il y avait une liberté, il y avait de la joie de vivre. Je pense que c'était vraiment, vraiment sympa tout ce qu'il y avait.
Et dans les artistes exposés, donc on a vu aussi Patrick Pott. Alors Patrick Pott, c'est un des artistes qui avait été invité d'honneur à un moment donné. Et c'est, je ne sais pas si tu te souviens, Robert, il a un travail très coloré, un petit peu impressionniste. Ouais, tout à fait. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on a? Donc on a vu le travail de Gisèle Frézin, on a parlé d'elle, mais son travail, on l'avait remarqué même avant de pouvoir discuter avec elle. Elle travaille elle fait du pastel sur bois. Pastel à l'huile. Avec des visages, des hommes, des femmes qui ont des visages qu'on remarque tout de suite très expressifs, en fait. Tout à fait, oui. C'est un peu expressionniste, oui, tout à fait. Voilà, bon, oui, c'est un moment important parce que il est important parce qu'on a rencontré donc Gisèle Frézin et sa camarade Martine, voilà, qui nous ont expliqué des choses qui ne sont pas dans les manuels scolaires. Oui, voilà, et puis une gentillesse, toujours pareil, voilà, une espèce de grâce qui plane sur ces lieux, dans cette ancienne manufacture, très haute, évidemment, les cimaises sont gigantesques. Voilà, on a pu se balader là-dedans. Évidemment, quand on entre, on voit au fond, sur une estrade, l'accrochage de Jean-Paul. Et là, évidemment, on ramasse ça dans la tronche à plein pot. Mais bon, il y a aussi d'autres artistes autour qui ont chacun leur personnalité et qu'on peut, enfin, suivant les goûts du visiteur, et trouver un peu son compte. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas cité tous les artistes, on s'excuse auprès d'eux, hein, ils sont au moins 20 ou 25, il y a vraiment beaucoup d'artistes exposés. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que ce petit voyage qu'on a fait d'une journée, n'hésitez pas, essayez de le faire, parce que c'est assez facile d'aller à Lille, où on peut prendre le bus, hein, avec les aléas horaires du bus. Mais bon, ça reste un voyage qui est quand même pas très cher financièrement. Nous, on a eu pour 14 € l'aller-retour. Et après, donc pour aller à Villeneuve-d'Ascq, on peut prendre une carte de métro rechargeable avec nombre de tickets illimité. Donc c'est assez facile de se déplacer dans la ville de Lille, quoi. Ouais, tout à fait. En plus, en ce moment, la ville de Lille est assez vivante, hein, la place, il y a la fête foraine, les marchés de Noël, enfin voilà, ça respire les fêtes de fin d'année. Oui, il y a un petit bistrot, on a déjeuné, puis j'ai coup d'une tarte de Marouel, ça a pu ce truc, et ma pomme, une tête de veau sauce grébiche, hein, avec des pommes vapeur, des carottes et des poireaux, délicieux. C'est rare les bistrots, on peut trouver une tête de veau sauce grébiche. Nous, on vit bien quand on se promène. Voilà, donc là, on va mettre une petite musique et on a choisi justement un morceau de Raoul de Goderswalde, Quand la mer monte. Tout près du Cap Griné, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léonce, on est 11. On mesure les poissons en vidant des canons, et l'on passe vite le cap car ça tape. Bientôt plus de Cap Griné, encore moins de Cap Blanc-Nez. Ce qu'on voit, c'est nos nez tout rouges. Et quand les verres que je lève ôtent le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie. Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. À marée basse, elle est partie, hélas. À marée haute avec un autre. Lors le nez dégrisé, je quitte l'estaminet et je regarde en rêvant le ridant. De l'autre côté de la mer, les collines d'Angleterre montrent que le monde par ici est tout petit. Et à gorge déployée sur le flot déchaîné, je l'appelle à grands cris, rien Marie. Peut-être qu'à la mollement, pour pêcher que c'est le bon temps, mon filet me la rendra dans mes bras. Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. À
Quand la mer monte, Raoul de Godes Valverde. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission Racaille qui se fait ses beaucoup, comme chaque mardi à cette heure-ci, parce que maintenant, tout ça va être dédié, si vous voulez, même si vous voulez pas, je me répète, aux annonces d'expos des jours qui viennent. Voilà. Ouais, alors dans les expos, on a notre graveuse Marie-Christine Béguet qu'on avait reçue, qui avait été interviewée pour l'émission, qui habite Pugeot, donc dans le sud de la France, près d'Avignon, qui expose avec Pierre Salvant, qui est graveur aussi. Donc si vous êtes dans le sud, c'est samedi 3 décembre. Il y a un apéro, donc c'est 11 rue de Fonvielle, voilà, c'est à Pugeot, c'est à partir de midi. Vous pouvez aller boire un coup là-bas et puis discuter avec eux et surtout voir leur boulot. Il y a l'association le Fil Rouge qui participe à la nuit des arts de Roubaix et qui expose là en ce moment, donc c'est de la céramique principalement, rue Jean Lebas à Roubaix. Ils nous ont envoyé un mail pour nous prévenir un peu de leurs activités. Et donc, il y a la Nuit des Arts qui est à Roubaix. C'est samedi 3 décembre. Là, c'est en soirée. Donc, c'est pareil. Ça doit être à partir de 18h à 23h. Donc, il y a plein d'œuvres à voir un peu partout, de musées, de galeries ouvertes dans Roubaix. Mmh. Ça, c'était pour les expositions dont on n'avait pas encore parlé. Pour les nouvelles, dans les anciennes, on peut reparler de Picasso et Giacometti. Donc ça, c'est au musée Picasso. C'est donc rue de Torigny. C'est jusqu'au 5 février 2017. C'est une mise en parallèle des œuvres de Picasso et de Giacometti. Et il y a le musée Manginski qui est dans le 15e arrondissement. Là, c'est jusqu'au 31 décembre. C'est les insoumis de l'art moderne. Et puis le culturel de la semaine, que ma camarade, que je ne sais pas que je dois parler, mais je dois m'absenter quelques minutes. Alors le culturel de la semaine, alors j'ai eu l'occasion de voir un doc qui s'appelle Le récit d'une jeunesse exilée. C'est un documentaire de Rachid Oujdi, c'était sur la chaîne LCP et elle est encore, alors pour pareil, tous ceux qui peuvent avoir Internet, on peut toujours le voir en replay sur la chaîne LCP. Donc c'est un doc magnifique qui raconte tous ces jeunes mineurs qui arrivent donc à Marseille, qui ont traversé plein de pays. Et donc, normalement, comme ils sont mineurs, ils doivent être pris en charge par l'assistance sociale à l'enfance, l'aide sociale à l'enfance. Et c'est toujours très compliqué. Donc, il y a une association sur Marseille qui les accueille, qui leur permet 3 fois par semaine de pouvoir manger là, de pouvoir se laver, de se rencontrer, et donc qu'ils essayent de leur trouver une place dans des foyers. Et on suit donc le parcours de quelques-uns de ces jeunes qui passent déjà pour beaucoup plusieurs mois dehors avant de pouvoir d'avoir un hébergement. Et c'est un doc que j'ai trouvé qui est très sensible, qui est très pudique. Et ça se termine par une chanson de HK et les Saltimbanques qui s'appelle j'ai marché jusqu'à vous. Et faut le regarder. C'est vraiment il y a plein de sensibilités. Forcément, on en sort outré de voir qu'effectivement dans notre pays, effectivement, on peut laisser des gosses comme ça. Des gosses à la rue, et justement il y a toute une problématique où comme on n'est jamais sûr de leur âge, ils cassent les pieds, ils veulent leur faire des radios du poignet pour vérifier qu'ils sont bien mineurs, quoi. Ouais, j'ai vu quelques extraits et je dois dire que ça fout la gerbe, hein. C'est vraiment bon. Ouais. Oui. Non, je t'en prie. Ouais. Sinon, il y a ça, c'est ma petite copine Claudine, qui me refile toujours des bons tuyaux, qui me disait que samedi et dimanche dernier à la Maison des Métallos, donc ça c'est à Paris dans le 11e, il y avait 2 jours de conférences autour des livres et lanceurs d'alerte. Donc pendant 2 journées entières se sont succédés beaucoup d'intervenants. Que ce soit des lanceurs d'alerte sur les problèmes financiers, les problèmes pharmaceutiques. Il y avait effectivement Irène Frachon, mais il y avait aussi cette inspectrice du travail, Laura Pfeffer, qui vient d'être condamnée. Il y avait Monique Pinceau qui parlait des scandales financiers.
Et toutes ces conférences, en fait, sont mises sur YouTube et on peut aller les réécouter. D'accord. Formidable. Et puis, pour ma pomme, hier soir, je me suis gavé Apocalypse Verdun. Bon, je veux dire que c'est vraiment l'apocalypse. C'est bien, voilà, des 300 000 morts dans une journée. Bref, plus d'1 million de blessés, de morts, etc. Bref, pour Verdun, voilà. On voit les culottes de peau dans leur numéro. C'est d'une tristesse infinie. Et je dois dire que c'est qu'il n'en soit pratiquement rien sorti, qu'on ait recommencé le bousin qui est 20 ans après, c'est vraiment déprimant, quoi. L'humanité n'apprend rien de ces conneries, au contraire, elle en rajoute toujours un peu plus. Voilà. Alors, Apocalypse Verdun, vous pouvez, si vous allez sur le net, vous pouvez vous voir ce film en streaming. Là, voilà, bon. Faut avoir quand même le cœur, comme on dit, qui soit bien verrouillé à sa place pour pas qu'il se casse la gueule. Voilà. Apocalypse Verdun. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. À Galopard, Paco Ibáñez.